Alors, je vous en avais parlé, donc nous y voilà. Donc, je suis avec mon pote JP, donc ça fait quelques années que je connais. Je vais vous le présenter, et puis si j'en oublie, tu me diras. Donc, JP à la base était athlète de haut niveau. Donc, tu étais sauteur, triple saut. Triple saut, ouais. Et bobsleigh aussi. Et bobsleigh. Voilà. Donc, tu as commencé par le bobsleigh. Donc, commencé par le triple saut. Commencé par le triple saut. Terminé avec le bobsleigh. Et tu as terminé avec le bobsleigh. Ouais. Donc, voilà. Donc, ensuite de cette carrière de haut niveau, tu as fait les JO. Oui. JO Los Angeles. Non, de 98, Nagano. Nagano. Ouais. Ah, je pensais Los Angeles. D'accord, ok. Donc, JO de 98. Donc, on a quelqu'un qui en connaît un rayon sur l'entraînement. Ensuite, suite à ça, en fait, tu es devenu coach. Tu as passé des diplômes, tu as fait des formations, tu es devenu coach sportif. Oui, c'est un long cheminement parce que j'étais prof d'abord. Et après, en Australie, j'ai beaucoup voyagé, venant de Londres. Pardon, il faut que je fasse plus fort, c'est vrai. Venant de Londres et tout, et beaucoup voyagé, je suis parti en Australie. Et c'est là où j'ai vraiment découvert mon coaching. Et je me suis aussi lancé, quoi. Et c'est là où j'ai complété mes formations universitaires pour travailler dans le coaching. Et jusqu'à aujourd'hui où j'ai eu mon doctorat, c'est vrai que je ne reparle pas beaucoup, mais... Un doctorat. Doctorat en sciences du sport et du mouvement. Voilà. Donc, comme je vous disais dans la vidéo de présentation, pour être les meilleurs, on s'entoure des meilleurs et on se réfère aux meilleurs. Donc, dans mes connaissances, JP, ça fait partie des meilleurs. Voilà. Il a quand même un doctorat dans l'enseignement du sport. Il y a assez peu de coachs, j'en connais aucun en fait, qui a ça. Donc voilà, ce qu'on va vous donner là comme information aujourd'hui, c'est quand même de la crème. Donc c'est tout gratuit et voilà, donc c'est super intéressant. Donc allez jusqu'au bout de la vidéo. Donc tu as voyagé dans pas mal de pays anglo-saxons, Australie, USA. Oui, Australie, USA, Singapour, Hong Kong, et donc Londres d'où je viens. Et je crois que c'est ça, et aujourd'hui la France. Aujourd'hui la France, voilà. Donc et tu as travaillé avec tout type de public en fait. Oui. Ouais, tout du sportif de haut niveau jusqu'à des sportifs de haut niveau, jusqu'à tout le monde, quelques sécurités, enfin bon voilà, je fais un peu le tour. Mais ouais. Voilà, ok. Donc on a quelqu'un qui a un gros bagage théorique et un gros bagage sur le terrain. Voilà, parce que souvent on a ou l'un ou l'autre, là on a les deux, donc là c'est vraiment très intéressant. Tout ce qu'il a pu apprendre, il a pu le mettre en pratique dans les salles ou sur le terrain. Voilà, donc il y aurait des milliers de sujets avec lesquels on pourrait parler. Bon, on va quand même se concentrer sur 2 ou 3 sujets aujourd'hui, parce que JP n'est pas non plus toute la journée, il bosse beaucoup. Alors déjà, moi, j'aimerais qu'on focalise déjà sur un exercice qui est le soulevé de terre, qui est un de mes exercices favoris, que je pratique beaucoup, que je fais pratiquer aux autres. Donc il y a pas mal de discussions à ce sujet en fait, en termes de technique, en termes de est-ce qu'il faut l'utiliser, avec qui il faut l'utiliser, la position du dos, qu'est-ce que font les powerlifters en compétition, voilà, il y a je vois que tu as un livre de Stuart McGill, donc on sait, tu as lu beaucoup ce grand auteur, moi aussi, un petit peu, moins peut-être, et il y a un petit peu des remises en question en fait à ce sujet sur des travaux qu'il a fait. Bon, c'est quand même, je pense, la référence en termes d'entraînement du dos, une des 3-4 références au niveau mondial. Donc déjà, est-ce que le soulevé de terre à la base, est-ce que c'est un exercice que tu utilises pour quel type de public et dans quel type d'objectif? Alors déjà oui, j'utilise vraiment le soulevé de terre, je trouve que c'est un très très bon exercice. J'utilise avec quasiment tout le monde, j'utilise beaucoup même en réhabilitation, en rééducation. Pour moi-même, quand je fais de la réhab, il faut que le client puisse pouvoir faire le soulevé de terre avec un certain poids. Et ça, je sais qu'on est sorti de réhab, donc je l'utilise. Donc pour moi, ça reste vraiment, il fait partie des exercices de base. D'accord, ok. Donc sur n'importe quel public, tu vas l'utiliser, comme tu dis, en réhabilitation, sur sportif de haut niveau, sur quelqu'un qui veut faire de l'hypertrophie, alors c'est peut-être moins le genre de monde que tu as, mais tu dois avoir quand même un peu. Oui, voilà, c'est vrai que j'en ai très peu, okay. Mais même si ça en programmation, ça arrive de temps en temps, mais oui, je peux l'utiliser vraiment. Alors, il y aura toujours des contre-indications, mais je l'utilise en général sur tous les publics. Voilà. D'accord. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de spécifique contre la mise en œuvre même de l'exercice pour que je me dise, bon, ben voilà, celui-là, on ne va pas le faire, parce qu'on peut l'adapter, on peut le modifier, il y a pas mal de choses à faire. Donc moi, j'aimerais parler de trucs avec toi, parce que je sais que
voilà, par rapport à tes connaissances, ça peut être intéressant d'échanger. Alors, soulevé de terre, dos neutre, dos rond, dos creux. Voilà, c'est vrai qu'on a vu pas mal de polémiques en fait sur Internet, voilà, des gens qui prennent en exemple en fait des powerlifters qui sont des athlètes de haut niveau, qui sont en compétition, qui doivent battre des records et qui déroulent, qui montent la colonne, qui montent en déroulant la colonne, qui sont à la moitié du chemin, qui sont au rond. Donc on a commencé à parler d'études qui disaient oui mais en fait ton disque, alors je ne sais plus le nom que ça, mais ils ont observé un phénomène au niveau du disque, de d'épaississement des disques intervertébraux, je ne sais plus comment ça s'appelle, et qui ferait qu'avec ce mouvement de déroulé, alors est-ce que c'est avec ce mouvement ou est-ce que même en dos neutre il va se renforcer, mais voilà, avec ce mouvement le disque se renforcerait. Voilà, donc quel est ton avis là-dessus? Toi, comment déjà toi tu pratiques le soulevé de terre et comment tu l'enseignes? Alors, c'est vrai que personne, je vais pratiquer avec un dos le plus plat possible. Je vais essayer d'enseigner quand même avec un dos plat. Alors, c'est vrai que moi, je suis très fervent de Dr. Stuart McGill au niveau des études du dos parce qu'il le voit vraiment comme une structure. Et je pense que c'est quand même une des personnes les plus calées au monde au niveau de la structure même du dos, quoi. Après, on peut échanger avec voilà, Janda, etc., HFU, enfin bon, il y a du monde. Hein. Les choses, par contre, sur lesquelles on est sûr, et quand on parle de la colonne vertébrale en tant que structure, c'est qu'elle est la plus forte possible, la plus rigide possible quand elle est droite, quand elle est en position neutre. Ouais. C'est là où elle est la plus forte. Avec un très léger angle. Voilà. Et après, cet angle, de toute manière, il est personnel après. Donc, voilà. Donc, si on part déjà de ça et qu'on se dit, voilà, je vais utiliser ce mouvement pour pouvoir soulever le plus lourd possible, généralement, je vais rester avec un dos neutre. Je pense aussi que des athlètes de haut niveau, eux, ont la possibilité, puisqu'ils ont aussi une certaine mobilité thoracique, ils ont une certaine force au niveau du bassin, qui est différente du commun mortel, et qu'ils arrivent, eux, à arrondir le dos et à revenir. Parce qu'ils ont la structure donc, mécanique, ce que lui, il aime bien appeler entre le software et le hardware. Si on dit que le hardware va être donc la colonne, et le software va être tout ce qui est tissu, enfin, le hardware va être aussi les tissus. Le software, pardon, va être tout ce qui est neuromoteur, tout ce qui est vraiment contrôle, etc. Donc, explique-moi un petit peu au niveau de l'idée là-dessus. Ouais, donc l'idée, en fait, bon, c'est pas de moi, hein, c'est Stuart McGill qui voit ça comme ça. Donc le hardware, ça va vraiment être vraiment la colonne et les tissus qui sont autour pour vraiment, voilà, qui font la mécanique du corps et qui vont nous permettre donc de prendre, c'est-à-dire la charge. Et après, vraiment, le software, c'est vraiment tout ce qui est neuromoteur. C'est toute l'information qui va passer par différentes voies, pardon, et qui va nous donner vraiment cet impulse nerveux pour pouvoir activer le muscle et faire le lift. Donc tout ça, c'est pour dire voilà, qu'en fonction de ça, pareil, ça nous permet nous de nous adapter et de voir. Donc si on fait par exemple, on fait des tests et on voit que vraiment il y a aussi un problème vraiment donc, au niveau de justement ce software, au niveau vraiment de la connexion nerf-muscle, le travail devra se faire là-dessus. Okay. Si par contre c'est vraiment la structure sur laquelle il y a un problème ou avec laquelle il y a un problème, voilà, là-dessus quoi. Donc ce que j'aime bien avec lui, c'est vraiment, il a vraiment visualisé, il a réussi à faire cette la colonne virtuelle et voir vraiment, et avec ses analyses quoi, on voit bien les différences par exemple les facettes au niveau des vertèbres, leur positionnement, comment ça va. Quelqu'un qui va être très mobile va avoir une facette d'une certaine façon, ceux qui vont être un peu moins mobiles vont être d'une certaine façon, et avec les tests qu'il fait, ses recherches, on va bien voir quoi. Si les facettes sont d'une certaine façon, on a plus de mobilité, et on le voit, enfin, en tout cas, les athlètes qui étaient très mobiles avaient les facettes d'une certaine façon, et ceux qui étaient moins mobiles mais qui étaient plus forts les avaient d'une autre façon. Tu parles vraiment de la forme. La forme même des vertèbres, les surfaces articulaires. Voilà, et de leur angle. Et les angles, d'accord. Donc,
Et ça conditionne la technique en fait. Et Ça va, l'apprentissage du voilà. mouvement. Ça va vraiment le conditionner et tout. Et ça, c'est vraiment voilà, le patrimoine génétique et anatomique qui fait que voilà, certaines choses sont plus faciles que d'autres. Où on voit que des gens vont pouvoir ne pas se blesser ou alors ou ne pas avoir de douleur, alors que la dégénérescence est là. Et donc, c'est toutes ces choses avec le dos qui sont importantes à savoir pour nous professionnels, ou peut-être même pour le client éventuel, hein, mais qui vont nous aider vraiment à déterminer vraiment quel type de soulevé de terre je vais pouvoir faire avec cette personne. Okay. Est-ce que je le fais avec une prise très large? Est-ce que je le fais justement, je peux le laisser arrondir un peu son dos parce qu'il est fort, il est juste quelqu'un de fort. Si quelqu'un est très très fort, okay, et que son dos s'arrondit naturellement, que les tissus sont forts et tout, pourquoi pas? Maintenant, on parlait d'haltérophilie tout à l'heure. Maintenant, je pars pour pouvoir battre mon record. Si ça arrondit, c'est le end result qui compte, quoi, le résultat final. Okay. Là où je suis peut-être moins, je suis plus dubitatif, je dirais, c'est vraiment si on dit, voilà, quand on parle même de Jefferson Curl ou de segmenter un petit peu le dos pour pouvoir se relever parce qu'on est parti très arrondi. Et donc on fait cette segmentation, ce déroulement et tout, que ça renforce ou épaississe les disques. Bon, je reste encore plus dubitatif là-dessus parce que les recherches sont intéressantes. Et on sait que voilà, on peut avoir la dégénérescence peut avoir commencé sans qu'il y ait de douleur. Okay. Et on sait aussi que même en ayant une certaine dégénérescence, le corps, la structure donc, va s'adapter et va trouver donc une nouvelle stabilisation, okay, stabiliser un peu plus, okay, donc utiliser peut-être voilà, plus de gainage plutôt scapulaire, plus même au niveau de la respiration, plus de choses qui vont aider à stabiliser et donc à favoriser le mouvement. Mais il suffit qu'on ait juste un changement de mécanique, un choc, une chute ou quoi que ce soit, et que tout ça, ben, voilà, la stabilisation soit déstabilisée, et que là on se retrouve à ne plus faire le mouvement, on rentre dans les blessures, les genres de choses. Parce que en fait, ce dont il faisait un petit peu référence les études, il disait voilà, parce que quand même leurs références disent que voilà, ils ont vérifié, et lui dans son livre il le montre aussi, hein, que la colonne, plus elle s'arrondit, quand tu passes un certain angle, plus tu as d'angle en fait au niveau de la flexion, et forcément mécaniquement, plus les newtons, la charge sont élevés, voire deviennent exponentielles au bout d'un moment. Alors il disait oui, c'est la fin de la flexion qui est dangereuse. Moi j'aurais tendance à dire que dès que tu rentres dans une zone de danger, ben, si tu commences à rentrer dans une zone de danger, ben, le mieux c'est de rester un peu à l'extérieur. C'est sûr que plus tu t'approches d'un précipice, c'est dangereux, mais tu vas essayer de rester loin de ce précipice. Oui. Voilà. Et surtout aussi qu'il parle de la flexion, mais, et ça, je l'ai appris il y a longtemps, mais c'est que c'est surtout la torsion qui est mauvaise. Ah, ça par contre, la torsion. Et qui peut dire qu'à un moment M, que monsieur X ou madame Y va faire son soulevé de terre, est parfaitement sur un plan horizontal. Qui dit que son bassin ne va pas être un peu comme ça et que si elle va se mettre en flexion, bah, du coup il va y avoir une torsion. Et là, ce point-là du disque, il va être, c'est plus des newtons, c'est des centaines de newtons qui vont se mettre là. D'où l'intérêt de rester en dos neutre. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on va favoriser vraiment le travail du dos neutre et après travailler vraiment sur aussi tout ce qui est accessoire, entre guillemets, donc avoir un bassin qui soit fort. Okay. Pour certaines personnes, il faut qu'il y ait plus de mobilité que de force. Et pour d'autres, il faut l'inverse. Parce qu'ils ont un manque de mobilité, donc il leur faudra plus de mobilité. Il leur faudra, pas automatiquement. J'aime bien, il parle de l'elliptique. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que quand un client va venir me voir et me dire, bon, mais JP, le dos, c'est pas trop ça, etc. Bon, après, je dis, bon, écoute, tu te mets sur l'elliptique. Tu vas tranquille, j'essaie de les mettre, on n'utilise pas trop les bras, et tu fais ton elliptique, etc. Okay. Mais vraiment, alors, les recherches sont toujours en cours. Hein. Mais ce qu'il a observé,
c'est que si quelqu'un fait un drive, quoi, enfin, utilise vraiment plus tout ce qui est glutes, fessiers, etc., ok, ben, ça va et tout, et ça peut être positif pour le dos. Par contre, si une autre personne avec le même problème, ok, va venir sur l'elliptique, et là, en fait, si cette personne va utiliser beaucoup plus son dos et moins son fessier, etc., ben là, ça va être plus négatif, évidemment, pour le dos. Alors que nous, on se dit, bon, ben, il n'y a pas d'impact, ok, on lui dit, tu fais pas de torsion en prenant les bras, tu restes comme ça statique, tu restes neutre, mais c'est juste même la mécanique même du mouvement et la façon dont, déjà, leur software va enclencher le mouvement, qui va déterminer si vraiment le dos va être dans une position plus sécure ou pas, quoi. Okay. Et rien que ça, déjà, on se dit, oh, pour moi, je lui dis, écoute, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de rotation, ça devrait aller, quoi. Oui, parce qu'il y a des gens dans des salles qui m'ont déjà dit, moi, l'elliptique, ça me fait mal au dos. Voilà. Et c'est vrai que l'elliptique, tu te mets derrière, tu regardes le bassin, en fait. Tu as des gens qui ont le bassin qui est fixe et tu as des gens qui ont le bassin qui fait ça. Qui bouge, etc. Donc, oui, c'est super intéressant. Donc, pour vulgariser un peu, il faut faire attention à la généralisation. Souvent, et moi, ma podologue me l'a dit encore l'autre jour, il faut vous étirer les ischios. Il y a 50 cas différents. Donc, oui, si vous n'arrivez pas à toucher vos doigts de pied, peut-être qu'il faut vous étirer les ischios. Mais lui, d'ailleurs, il donnait un super exemple d'un basketteur qui était. Tous les basketteurs, les Jordan, etc. Raide, tu vois, il n'avait pas touché ses genoux et il avait une moyenne de points qui était monstrueuse. Quoi. Il dit c'était celui qui avait, je ne sais plus quelle époque, son époque. Dunk, etc. Parce que quand il dunk, tu le vois. Oui, ça rebondit. Voilà, c'est spring. C'est élastique. Quand tu cours, pareil, il faut que ça soit bien stiff pour pouvoir générer cette force. Okay. Et... Donc la raideur, voilà, on parle un peu de plein de choses, mais la raideur aussi peut être intéressante. Ils sont très raides, qui vont être très performants. Qui vont être très performants et tout. Ouais. Et de toute manière, souvent dans la performance, on a besoin de cette raideur. Vraiment. Puisqu'on va faire beaucoup de mouvements pour éviter la rotation. Donc on va essayer d'éviter la rotation pour pouvoir être le plus rigide possible, pour pouvoir développer le plus de force possible, okay, et en perdre le moins possible. En fait, un peu pour vulgariser pour les débutants, d'où l'importance dans une salle de se faire accompagner. Ce que vous allez voir sur Internet, c'est une chose. Après, ce que vous allez faire avec un coach compétent, ça va être une autre. Donc, effectivement, voilà, soulever terre va être intéressant, quel que soit le niveau que vous avez et quel que soit l'objectif que vous avez. Et on parlait, donc pour rebondir, on parlait de l'enroulé de la colonne. Voilà, donc de manière générale, moi j'ai tendance à dire, et JP est d'accord avec moi, qu'effectivement le dos neutre est quand même plus intéressant. Stuart McGill, dans l'interview qu'il fait que j'ai vu, que vous pouvez voir sur YouTube, il dit un powerlifter aura toutes les raisons de rester en dos neutre. Alors, petit point sur le dos neutre, parce que peut-être ils ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un dos neutre, exactement, pour toi? Alors, j'ai bien regardé, j'ai trouvé le mot en français, parce que c'est vrai que j'ai fait un peu mes études en anglais, c'est toujours compliqué. Mais c'est vraiment, on parle de la rectitude du dos. Voilà. Donc, le dos, évidemment, il ne peut pas être droit, puisqu'il prend une forme presque en S. Ok, c'est comme ça qu'on devient fort. Mais il y a cette rectitude du dos, pardon, et c'est ça qu'on appelle un dos neutre. C'est un dos où vous sentez que vraiment il est au niveau musculaire, il va être le plus plat possible. La colonne à l'intérieur va prendre, vous allez utiliser ce qu'on appelle le gainage, okay, ce cylindre-là qui va resserrer au niveau de la colonne, okay, c'est vraiment ça. Pour votre colonne, le cylindre au niveau du gainage avec les muscles du ventre, du dos, les muscles du gainage intérieur qui vont resserrer, faire un étau au niveau de votre dos. Et c'est ça qui va le rendre normalement en rectitude et le plus plat possible. Alors, dernier sujet, en fait, peut-être une conclusion un peu de... C'est pas une conclusion, mais c'est un... Voilà. Quels seraient les conseils que tu donnerais quelqu'un qui vient dans une salle, un jeune, jamais fait de musculation, ou débutant, il arrive dans ta salle, tu peux lui donner 2, 3, 4, 5 conseils, il veut se développer, il veut prendre du muscle, qu'est-ce que tu vas lui donner comme conseil? Vas-y. Alors, si je vais être transparent et honnête possible, sans essayer de vendre du coaching ou quoi que ce soit, je trouve tu peux. Bien. Mais c'est vrai que je profite un peu de ta visibilité pour vraiment conseiller aux gens. Quand vous venez dans une salle et vous
voyez qu'il y a des coachs. Alors je sais que vous ne pouvez pas savoir s'il est bon ou pas bon, vous pouvez essayer de vous renseigner, ce genre de choses, mais pensez que vous venez avec votre corps, et votre corps c'est quand même l'outil le plus important que vous ayez pour pouvoir vivre, faire des choses, que vous soyez athlète ou pas, que vous travaillez avec, c'est vraiment la base, c'est votre corps. Et vous arrivez dans une salle, n'hésitez pas à voir un coach et prendre quelques séances. Je veux dire, c'est juste pour maximiser déjà votre atteinte à vos objectifs, mais aussi sécuriser vraiment votre entraînement, quoi. Vous apprenez comment vous entraîner et après vous pouvez partir un peu de vos propres ailes. Le coach n'a pas besoin de vous avoir pour toute sa vie, quoi. Quelques séances vous prenez juste pour pouvoir vous lancer un peu de la meilleure manière. Maintenant, pour vraiment, je ferme cette parenthèse, c'est important quand même de le dire parce qu'on le voit, nous, je pense tous les professionnels, on le voit. Et c'est vrai que vous pensez qu'on a toujours, oh, mais oui, c'est notre métier, on doit essayer d'avoir des clients, il faut qu'on gagne notre vie, ok, mais on a une déontologie, on a une façon de faire et vraiment on est là pour vous aider avant tout. Maintenant, quand un jeune arrive chez nous, on a vraiment des protocoles en place qui sont, j'ai l'impression que ils sont bien faits, quoi. On va prendre le jeune, voir un peu ses objectifs. Donc si dans ce cas-là c'est un objectif de hypertrophie, de prise de masse, ce qui va être important pour nous c'est au niveau conseil en tout cas, c'est de lui dire de préparer vraiment ce qu'on appelle son système musculo-squelettique, ses tendons, ses ligaments, ses articulations, de les rendre plus forts. D'accord? Et ça passe par des séries, 3 séries de 15 à peu près avec une charge modérée. D'accord? Et ça, de faire ça entre 4 et 8 semaines. Ça, c'est vraiment la partie pour nous qui est primordiale, c'est de renforcer un peu vos fondations. Et après, ces fondations, c'est comme une maison, vous mettez plein de fondations pour pouvoir après mettre des étages. Les étages, ça va être le muscle. Donc vous allez mettre des étages de muscle, mais pour ça, il faut une fondation solide, un squelette super fort. Et ça vous prend entre 4, 8, certaines 12 semaines, si je n'ai jamais fait de sport. Après, on reste sur des mouvements de base. Encore une fois, c'est vrai qu'on a les réseaux. On a beaucoup de choses, on voit énormément de choses sur les réseaux avec des exercices super beaux, super compliqués, mais je vous garantis que l'entraînement reste quand même assez simple. La science derrière, la connaissance du corps est plus compliquée, parce qu'on parle du corps humain, donc on apprend à chaque fois, mais vraiment, l'entraînement lui-même, okay, pour que le corps se développe, reste assez simple. On parle de mouvements de base, où il faut tirer, il faut pousser, il faut marcher un petit peu avec charge, il faut faire un petit peu sur les côtés. Voilà, vous avez quelques mouvements de base, on parle d'à peu près 6 gros mouvements de base, mais votre entraînement doit rester là-dessus. Donc, si par exemple dans les mouvements de base, si il y a des tractions, alors oui, on ne sait pas faire des tractions pour le moment, mais vous allez faire du tirage vertical, okay, pour vous y aider. Vous allez travailler aussi vos épaules pour vous aider, ce genre de choses. Donc on reste sur les mouvements vraiment basiques. C'est vrai que c'est bien d'avoir des bras et des triceps, etc. Mais ils travaillent tout le temps. C'est bien d'avoir des épaules. Okay, et tout le monde, je vois, ils font les épaules dans tous les angles et tout ça. Mais vos épaules travaillent dans quasiment tous les mouvements de base. Donc c'est peut-être pas la peine de prendre énormément de temps, surtout au début en tout cas. Okay, pour pouvoir faire, je fais le devant des épaules tellement, mais vos devant des épaules, elles vont travailler un peu en traction, elles vont travailler en poussée. Le derrière des épaules va travailler quand vous allez faire vos soulevés de terre. Okay, la mobilité scapulaire va travailler quand vous allez prendre votre barre de squat. Donc ça fait beaucoup de choses qui travaillent avec ces mouvements de base. Donc nous, on reste vraiment sur les mouvements de base. Okay, on va mettre quelques exercices pour faire plaisir aux clients, parce que c'est vrai qu'on vient à la salle, il faut aussi prendre du plaisir. Donc, il y a quelques mouvements qui vont être là pour vraiment vous faire plaisir, okay, mais on va rester quand même sur les mouvements de base et on va vraiment préparer votre corps, c'est ça l'important. Si vous avez un squelette qui est bien préparé, qui devient de plus en plus fort, vos fondations vont être solides et elles vont vous permettre après de pouvoir faire différentes méthodes d'entraînement, voilà, des méthodes d'entraînement les plus variées, essayer plein de choses, parce qu'il y en a énormément. Et voir un peu ce qui match le plus votre corps, votre anatomie et votre façon de vous entraîner, ce genre de choses.
Donc voilà vraiment les conseils que je donnerais, si je peux les résumer un petit peu. C'est vraiment travailler votre système squelettique au début. Avec des séries longues. Série longue, un poids modéré. Okay. Les mouvements de base. On n'a pas besoin d'attendre 6 mois pour pouvoir aller faire des squats et des soulevés de terre et ce genre de choses. Okay. On est né bébé et bébé on squat, bébé on fait le soulevé de terre, bébé on part en avant pour aller chercher quelque chose qui est au sol. Okay. Et on le fait en tant qu'adulte aussi, peut-être de moins en moins. On va toujours passer de la hauteur au sol pour pouvoir récupérer quelque chose et remonter avec. On va passer un plan pour pouvoir prendre quelque chose et le mettre sur le côté ou se tourner avec. Donc ça reste des choses qu'on fait dans la vie, même si c'est moins. On a bien évolué en tant qu'organisation. Il faut que ce soit, il faut que ce soit naturel et il faut arrêter de se prendre la tête. C'est vrai que comme dit JP, moi aussi je vois sur des vidéos. Alors, tel bodybuilder énorme, il s'est mis sur un banc à 45 degrés, il fait sur l'arrière, l'avant, telle rotation, machin. Des fois, je prends souvent l'exemple du crossfit, même si je ne suis pas crossfitter, regarde ce que les mecs font en crossfit. Ils soulèvent, ils squattent, ils font des pompes, ils se tractent, ils courent, ils sautent, et ils ont des physiques intéressants parce qu'ils sont développés. Donc, ils ne font pas de l'arrière d'épaule, du machin, du truc. Ça, c'est un peu de l'invention bodybuilding qui va marcher sur un certain type de personnes, dont on ne parlera pas forcément aujourd'hui, mais qui ne vont pas forcément être intéressantes pour vous. Donc voilà, je disais, des séries longues au début, des mouvements de base, faites-vous un peu plaisir avec, voilà, c'est un petit peu, je dirais moi aussi, voilà, des fois je fais des curls, machin, je fais des élévations parce que voilà, ça me fait un peu ressortir les épaules, je suis content, mais voilà, du coup, mouvement de base, un peu de, moi j'appelle ça de l'accessoire, à côté. Oui, c'est ça. Et puis la régularité. Oui, après c'est ça. Régularité. Et du coup, voilà, c'est du muscle. Là. Il va venir. Si ça prend du temps, si vous n'avez pas trouvé peut-être la méthode, ok, encore une fois, voilà, utilisez ce que vous voyez pour vous donner des idées, pour trouver votre méthode, ce qui marche pour vous. Voilà. Ce qui marche pour un bodybuilder, et en plus c'est un bodybuilder. N'oubliez pas que le bodybuilder est très fort. Il peut partir, il peut arrondir son dos, il est fort et il est mobile. Okay, parce que souvent on voit les bodybuilders, on dit un bodybuilder fait le grand écart, un bodybuilder et laxité d'épaule, etc. Ils sont très très mobiles. Donc ils peuvent se permettre de faire des choses que nous, on n'arriverait pas. Quoi. On peut créer quelque chose, etc. Donc pareil, quoi. Donc quand vous voyez un entraînement pour un bodybuilder, ne prenez pas juste comme ça et dire je vais faire le même. Ça reste un bodybuilder avec des années d'entraînement. Trouvez-vous et faites-vous accompagner. C'est vraiment la meilleure chose que je peux dire. Voilà. Et je terminerai sur ce qu'a dit Jim Wendler. Tu connais Jim Wendler. Donc c'est un entraîneur de force, ancien powerlifter. Il dit voilà, l'entraînement de la force, lui il est axé sur la force. C'est toute une vie en fait. C'est pas de dire d'une séance sur l'autre qu'est-ce que je vais réussir à améliorer, c'est vous vous entraînez et puis vos charges, 6 mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an, vous les voyez progresser, etc. Voilà. Et comme ça, je pense que psychologiquement, on aborde beaucoup mieux les entraînements. On est un peu dans une société où on a besoin de flatter notre cerveau reptilien, d'avoir un maximum de choses tout de suite. L'entraînement sportif et l'entraînement de la force, la musculation, ça ne se changera jamais, à moins qu'on le modifie génétiquement. Il faut du temps. Donc voilà, prenez votre temps. Voilà. Bon, je pense qu'on a tout dit. Merci JP pour m'avoir consacré ce temps. Et à très bientôt.